Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'accueillir pour cette 11e conférence du cycle de la chaire consacrée à la France acteur stratégique, Niagale Bagayoko et Ousmane Diaye sur un sujet qui concerne cette fois la France acteur stratégique au Sahel. Point d'interrogation, vous allez y apporter les réponses. Niagale Bagayoko est actuellement présidente de l'African Security Sector Network. Elle a été auparavant engagée dans beaucoup de domaines de recherche, quand même principalement centrés sur les problématiques de sécurité africaine. Docteur en sciences politiques, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle avait réussi une très brillante thèse sur les interventions françaises et américaines en Afrique, couronnée par le premier prix, je crois, de l'IHEDN, qui était décerné à une jeune chercheuse. Spécialiste des questions de sécurité africaine, de la réforme des systèmes de sécurité en Afrique, des politiques de sécurité internationale en Afrique subsaharienne. Elle a été également responsable du programme maintien et consolidation de la paix en Afrique pour l'Organisation internationale de la francophonie. Chercheuse, elle l'a été à l'Université du Sussex, à l'Institute of Development Studies, à l'IRD, et puis aujourd'hui, elle enseigne aussi et régulièrement à l'IEP. Ousmane Diaye est actuellement rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde, diplômé de l'Université de Dakar, de l'Institut français de presse de Paris 2. Il a eu des nombreux postes et fonctions dans le domaine du journalisme, rédacteur en chef, je viens de le dire, de Afrique de TV5 Monde, éditorialiste sur de nombreuses chaînes du service public, je pense à France Info, mais intervenant aussi régulièrement dans de nombreux médias, iTélé, éditorialiste pour France O, l'Agora. Il a été également le responsable Afrique de Courrier International, à cette occasion d'ailleurs président de la Société des journalistes de Courrier International et même membre d'un conseil de surveillance que j'ai à un moment fréquenté, qui était le conseil de surveillance du journal Le Monde, donc une très belle carrière journalistique avec évidemment un intérêt plus particulièrement tourné sur les problématiques africaines et les problématiques de sécurité, les problématiques géopolitiques aussi d'une manière plus générale. Et donc on ne pouvait pas avoir meilleur intervenant pour traiter de ce sujet. Alors je crois que vous êtes répartis les rôles, en tentant d'appréhender la question sous une double face. Ousmane commencera, ensuite c'est Niagale. Ousmane, pour mettre un peu les choses, si je comprends bien, d'abord en perspective, et notamment en perspective régionale. Alors vous allez avoir tous les deux la parole, le temps que vous choisirez de consacrer à votre propos liminaire. Je rebondirai peut-être, si vous le permettez, dans un échange ensuite, et puis après, Maxime Leguet et Laurent Prosperi, celui qui est sous le masque, vous interrogeront et puis relayeront aussi les questions des internautes. Alors, Ousmane Diaye, vous avez la parole. Mon cher Ousmane, je te laisse le micro. Merci pour cette invitation. Je suis content d'être avec Niagale. Effectivement, on fait une double approche parce que la question me paraît complexe et que la double approche qu'on va tenter peut permettre en tout cas de cerner cette question qui est très complexe de la France au Sahel. La France acteur stratégique au Sahel, oui, moi je répondrais oui, parce que acteur historique. Je pense que pour comprendre la guerre actuelle, en tout cas la guerre française au Sahel, il me paraît important de le resituer dans le cycle des guerres du Sahel, parce que la guerre française est un avatar des guerres du Sahel, y compris aussi le djihadisme, c'est-à-dire le Sahel depuis l'indépendance, et on a un cycle de guerre assez ancré qui peuvent avoir des causes identitaires, des enjeux de partage des ressources. Je vais essayer de le faire en 5 points pour que ça soit
plus ou moins claires et que je ne déborde pas dans le temps. Le premier point, moi je l'appelle, il faut resituer le Sahel français dans l'ensemble, hein, Sahel qui va de Dakar à Djibouti. Il y a à peu près 3 ou 4 pays du précaré qui aujourd'hui sont impliqués dans la guerre française contre le terrorisme qu'on appelle le G5 Sahel. Donc on a le Tchad, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Burkina. Donc quand je dis Sahel français, c'est à peu près ce Sahel-là. Bon, après on peut élargir, mais restons sur cet espace-là. Et alors cet espace a une caractéristique, il y a 2 caractéristiques qui me paraissent importantes à comprendre. C'est un espace très fragile historiquement, très fragilisé du point de vue de la raréfaction des ressources, du point de vue de la gouvernance. Il faut toujours rappeler que années 70, années 80, le Sahel a connu des cycles de famine très importants. La question post-coloniale s'est tout de suite posée dans un État comme le Mali, parce que l'irrédentisme touareg, la rébellion touareg, est une question de l'indépendance inachevée. C'est-à-dire le fondement même du mouvement touareg, la première rébellion en 1960, l'Amenokal, donc le roi des Touaregs, a toujours réclamé l'indépendance au nom d'un accord signé avec la France avant l'indépendance, ce que toujours les Maliens ont contesté. Il y a eu toujours une sorte d'ambiguïté de la France là-dessus. Donc je pense que c'est très important historiquement de situer que dès l'indépendance, la France est acteur interne même du conflit. Parce que l'irrédentisme touareg qui est réprimé, hein, dès 1963, on a les premières, dans les années 70, l'irrédentisme s'agrandit vers le Niger. Donc je pense que c'est très important de situer d'abord cette implication d'une sorte d'indépendance inachevée qui d'ores et déjà installe la France, même après la colonisation, la période post-coloniale, comme un acteur d'un conflit interne. Les premières rébellions touareg ont toujours pris la France à témoin et la France a toujours navigué, essayant d'en s'en tirer. Deuxième caractéristique de cet espace, c'est un des bastions de l'islam en Afrique. C'est des zones très islamisées. Et au-delà même, et ça j'insiste parce que je pense qu'il faut tordre quelques mythes pour comprendre certaines choses, au-delà même de Tombouctou. C'est-à-dire, l'espace sahélien, il y a eu de grands foyers religieux. Bien avant Tombouctou, il y a eu un djihad. C'est pas le djihad actuel au XVIIe siècle. Il y a eu des tentatives de djihad au Sahel. On a connu l'empire théocratique du Massina, XVIIe siècle, dont un des leaders aujourd'hui comme Amadou Koufa. On sent la filiation historique. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas un hasard si les Peuls sont au cœur, en tout cas identifiés comme pro-djihadistes, parce qu'il y a une histoire, il y a une trajectoire qui est de retour. Et d'ailleurs, là aussi, la France est acteur stratégique, parce que qui arrête l'empire théocratique, qui arrête le projet à l'époque déjà, la France. C'est la colonisation qui a vaincu El Hadj Omar Tall, qui était parti sur un projet de djihad, qui est parti du Sénégal pour créer un État, un empire théocratique qui est stoppé. Donc, déjà au XVIIe siècle, la France interrompt un projet théocratique. Okay, donc ça, c'est très important de situer ces acteurs. Cet espace, le Sahel, a aussi une caractéristique que je trouve capitale et intéressante là-dessus aussi, c'est qu'il y a une temporalité qui est très intéressante par rapport à l'État central. C'est des zones qui ont toujours vécu en dehors de l'État central, qui est guerre ou pas, du fait de l'isolement géographique, du fait du rapport à la frontière qui n'est pas le même, la question de la décentralisation, la question de l'état civil, c'est des zones où depuis l'indépendance, il n'y a pas d'état civil, c'est des zones qui ne sont pas reliées au territoire. Donc la géographie est un facteur important pour comprendre que c'est des zones qui ont toujours échappé à l'état central. Et de toute façon, il me semble qu'on prend tous ces 4 pays du Sahel, du G5 Sahel, aucun des États n'a réussi à construire une nation. Voilà, il y a eu des tentatives d'État, mais c'est des pays où les logiques communautaires ont toujours eu cours. Quand même. Donc ça, c'est le premier point qui, à mon avis, me semble important.
il faut aussi noter un facteur important dans cette zone qui est lié à la communautarisation, c'est que depuis l'indépendance, ça peut-être Niagalé va en parler mieux que moi, les armées ont toujours été politisées. Vous allez au Tchad, l'armée est identifiée aux Zaghawas, la tribu du président Déby. L'armée est très tôt intervenue, c'est-à-dire la construction des États-nations a été interrompue d'entrée de jeu par l'armée, parce que dès 1968, l'armée prend le pouvoir au Mali, même chose au Burkina, même chose au Tchad. Donc l'armée, la question de la sécurité a toujours été politisée. L'armée n'a jamais été, enfin, a toujours été au cœur de la vie politique et a toujours participé aux élections, etc. Donc il y a une distorsion très importante là-dessus. Donc tous ces pays-là ont une caractéristique aussi, ont connu des coups d'État. Alors, chose importante, des coups d'État qui ont été peu ou prou, soit soutenus par la France, soit combattus par la France. Le coup d'État de 68 de Moussa Traoré, la France le combat parce que Moussa Traoré replace, on était à l'époque guerre froide, Moussa Traoré fait un coup d'État pour replacer le Mali dans le bloc Est, dans le bloc soviétique. Et pendant longtemps, Moussa Traoré a vécu dans la hantise d'une intervention française ou d'être lâché par la France. Même chose aussi, hein, tout le monde connaît la tentative au Burkina de Thomas Sankara, après son coup d'État, de sortir du précaré. Et puis bon, l'implication française dans son élimination. Donc c'est des pays qui ont toujours été en tension. La France a toujours été un acteur en tension, et puis un acteur qui a toujours été perçu comme contre-révolutionnaire hein, dans tous ces pays. Donc ça me paraît important. Deuxième point qui me paraît important dans cet espace du Sahel et qu'il faut comprendre et qui pour moi est un des nerfs de la crise aujourd'hui, il y a une crise de gouvernance. C'est une crise de gouvernance très profonde. Tous les processus, et cette crise de gouvernance, il y a eu des tentatives hein, de construction démocratique au Mali, il y a eu une révolution dans les années 90, il y a eu la conférence nationale au Niger, il y a eu des processus accompagnés par la France. C'est-à-dire, dans les années 90, après le discours de la Baule, tous ces pays entrent peu ou prou dans des processus de démocratisation où des alliances basculent. Hein. Enfin, c'est-à-dire quelqu'un au Burkina, Blaise Compaoré, il était là avant la Baule, mais il a su très vite se repositionner comme un acteur militaire stratégique, un partenaire stratégique de la France. Je pense que dans les années 90, Compaoré était un peu ce qu'Idriss Déby était aujourd'hui à la France. C'était l'allié, c'est-à-dire toutes les interventions militaires qu'on ne pouvait pas trop faire, etc. C'était un peu le poste avancé de l'armée, en tout cas de la politique sécuritaire française. C'était un allié fiable, qui avait une armée plutôt réputée, stable, qui est intervenu dans des zones encore qui restent le Libéria, etc. Compaoré a participé à, enfin, là ça se documente, mais ça reste encore à être documenté, à beaucoup de projets de déstabilisation des États. Il a été pendant longtemps une sorte de missi dominici des Français pour les questions des libérations d'otages. Avant, je me rappelle que dans les années fin 90-2000, il a été celui qui a le plus négocié la libération des otages, etc. Donc, lui, il a su se placer en acteur clé. Mais du point de vue intérieur, malgré cette alliance stratégique militaire, du point de vue intérieur, ces États ont connu une très profonde crise de la gouvernance parce que les aspirations démocratiques des années 90 qui ont renversé les dictatures ont laissé place, le parti unique s'est substitué à des sortes de partis-États. Et s'est mis en place quelque chose, moi, que j'appellerais l'État mafieux. C'est mis des systèmes où l'État est lié à des lobbies, à des intérêts, où l'État est vraiment une forme d'État mafieux typique. Enfin, le Mali est un des exemples typiques. Et le cœur de ces systèmes étatiques n'ont jamais été défaits. Jusqu'à présent, d'ailleurs, parce que quand vous prenez tous ces pays, il y a eu des convulsions populaires, il y a eu des révolutions. Et si vous prenez l'ossature même, la nomenclature du pouvoir, ça reste le même. C'est-à-dire le parti issu de la révolution démocratique au Mali, l'ADEMA, c'est ce parti qui gouverne plus ou moins. Enfin, ce parti n'a jamais cessé de gouverner avec des mutations, avec des sortes de ruptures, mais tout ça interne.
Vous prenez aujourd'hui le Burkina, quand vous prenez le président qui est actuel, c'était le dauphin du président Compaoré au niveau de la CDP. Donc il y a eu des mutations et quelque part, nous sommes toujours dans ces formes de l'État mafieux qui a réussi à, malgré les cycles de conflits, malgré les transitions démocratiques, à se maintenir. Et à se maintenir, et ça c'est très important parce que c'est perçu comme ça en Afrique, en tout cas par les sociétés civiles et les oppositions, ils se sont maintenus grâce à l'aide, en tout cas grâce au soutien politique de la France. Ce soutien politique est important parce qu'aujourd'hui, c'est une des limites, cette critique est l'une des limites de l'action française actuelle. C'est-à-dire les populations, en tout cas les acteurs de la société civile, les partis politiques d'opposition, n'oublient pas que cette forme de métamorphose des États mafieux ont été possibles grâce à une alliance stratégique politique avec la France. C'est-à-dire, certes, Compaoré est parti, mais le système Compaoré est en place et est toujours soutenu, en tout cas par la France, même si le soutien n'est plus aussi affiché. Et ça, c'est très important dans la perception de la France. Aujourd'hui, la France au Sahel est perçue comme n'étant pas du côté du peuple, mais du côté des dictateurs, du côté de la puissance publique, coûte que coûte, en fonction de ses intérêts. Et je pense qu'on peut reprocher à la France d'éluder totalement cette crise de la gouvernance. Et aujourd'hui, un des exemples typiques de cette stratégie française, c'est le Tchad. Tout le monde sait que le pays est très mal géré, mais voilà, je pense que la doctrine française, le Tchad a un tel positionnement dans la doctrine française que Déby joue là-dessus et que la France n'a aucune possibilité de poser les questions de gouvernance, les questions de droits de l'homme, les questions de principe. Les questions de principe sont éludées au nom de cette alliance stratégique. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, pour moi, le troisième point important, c'est l'arrivée du djihadisme au Sahel. Je pense que c'est très important de comprendre cette temporalité et que le djihadisme ne s'est pas ancré dans des espaces au hasard. Il s'est ancré dans les espaces les plus fragiles, et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire le processus de djihadisation a commencé au Mali. A commencé au Mali, pas par des facteurs internes. Le djihad malien est d'abord une sorte de résurgence de la guerre, de la décennie de la guerre civile en Algérie, parce qu'au départ, c'est les ex-soldats du GSPC, du djihad algérien, qui s'installent en 2002, 2003 dans le nord malien parce qu'ils étaient défaits en Algérie. Et pendant longtemps, la politique du Mali, la politique à l'époque du président malien Amadou Toumani Touré, c'est de dire que le Mali n'a pas de problème de djihadisme parce qu'ils sont algériens. Donc cette phase est une phase il y a une phase très importante de déni quand même de la question de la présence. Donc tant qu'ils étaient là et que le Sahel n'était pas leur objectif, on a laissé faire. Je pense que pendant une décennie, on a laissé faire jusqu'à ce que le désordre arrive. Et ça, je trouve qu'aussi c'est très important, même si c'est très contesté. Je pense que le point tournant de la djihadisation des conflits en cours au Sahel est l'intervention militaire libyenne. Même si moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que c'est à cause de ça. Non. C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler que la rébellion Touareg au Mali, dès 2006, elle reprend. C'est-à-dire Ibrahim Baganga refonde une rébellion Touareg et relance une rébellion en 2006. Okay? Pendant que paradoxalement d'ailleurs, au Niger, ils sont en train de sortir de la rébellion. Donc, je trouve que c'est un déclencheur, certes, parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est-à-dire, il y a une forme de djihadisme d'opportunisme avec l'intervention militaire française. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une bonne partie des troupes Touareg exilées après la répression de 63 des premières rébellions, qui étaient dans la légion étrangère libyenne, avec l'intervention française, ils ont pris armes et bagages pour revenir dans le Sahel, pour revenir à Kidal. C'est ainsi que naît le MNLA. Le MNLA est très important parce que le MNLA est fondé par un ancien colonel de l'armée libyenne, le chef politique Bilal Ak-Sherif,
était professeur à Tripoli, enfin, il a grandi. Donc, c'est un peu les exilés de 63 qui avaient subi la répression qui arrivent et qui réussissent à structurer la rébellion. C'est-à-dire, jusqu'à présent, qu'est-ce qui manque? L'expertise militaire, la discipline, ils viennent avec. Ils viennent avec, et pour moi, il y a le prélude de la relance du djihadisme de Porte-Nupe, c'est novembre 2011. Novembre 2011, il s'est passé quelque chose de très important, c'est l'irrédentisme touareg ressurgit à la faveur de ce déséquilibre créé par l'intervention française. Parce qu'en novembre 2011, le MNLA a créé le Mouvement national de libération de l'Azawad. L'Azawad, c'est un peu ce territoire que réclament les rebelles touaregs. Là, je fais un point important parce qu'il faut tordre le cou aussi à une mythologie, c'est-à-dire cet espace qui regroupe les 3 grandes régions du Nord, Mali, qui est très grand, qui est 2 fois ou 3 fois plus grand que la France, n'est pas peuplé que de Touaregs. Je pense qu'un des problèmes aussi de la compréhension en France du conflit au Sahel, notamment du conflit au Nord Mali, on a toujours abordé la question comme si les Touaregs réclamaient un espace où ils étaient majoritaires. Or, les Touaregs sont une minorité dans cet espace. C'est capital à comprendre. L'espace de l'Azawad, ils sont une extrême minorité. Et ils réclament cet espace. Par contre, là où il y a la nuance, certes, ils sont minoritaires du point de vue démographique, mais du point de vue des rapports de pouvoir, du point de vue de l'historicité de la sociologie, les Touaregs blancs dominent en fait. Ils dominent socialement, ils dominent politiquement, ils dominent dans les structures traditionnelles. Donc, ils dominent ces espaces-là sans pour autant être majoritaires. D'où cette extension qu'on a toujours fait que la rébellion au Nord Mali, elle n'est que Touareg. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, et c'est toujours perçu au Mali d'ailleurs, comme une forme de lecture pro-Touareg. La France est perçue comme étant pro-Touareg, hein, c'est clair. Et je pense que c'est lié à un certain problème de positionnement. Hein. Je pense qu'il y a un tournant qui est très important, qu'on oublie toujours. Alain Juppé avait, quand il était ministre des Raisons, parlé de la légitimité de la rébellion touareg. À Bamako, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et c'est resté quelque chose qui est très ancré dans la conscience malienne en termes de soutien. Donc, je reviens sur la chronologie. Donc, 2011, l'irrédentisme touareg ressurgit, mais cette fois-ci pas avec des acteurs maliens, mais avec des acteurs issus des conséquences de l'intervention libyenne, l'intervention française libyenne. Et je rappelle aussi une chose importante, c'est que les présidents du Sahel à l'époque étaient contre l'intervention militaire. C'est-à-dire la France est intervenue, à l'époque c'était, je crois, le président Nicolas Sarkozy, alors que Idriss Déby, Issoufou, le président malien, était contre l'intervention et mettait en garde contre les conséquences. L'Union africaine, qui était présidée par Jacob Zuma, était contre l'intervention. Donc l'intervention a été une sorte de fait accompli. Évidemment, malheureusement, ce que ces chefs d'État craignaient, c'est arrivé. Chaque pays a plus ou moins géré. Et le Mali, qui était le pays le plus fragilisé, c'est là où je pense que le djihadisme s'est installé. C'est-à-dire pour moi, l'avènement du djihadisme armé, c'est en janvier 2011, parce que novembre 2010, donc je crois, création du MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, il redéclenche la guerre. Et d'ailleurs, c'était très intéressant. Moi, je me souviens que quand ils avaient fait le manifeste et l'avaient envoyé à la presse, les gens s'étaient dit c'est qui, etc. On ne les avait pas pris au sérieux, il faut être honnête aussi là-dessus. Moi, je dis bon, on ne les connaît pas. Voilà. Et en fait, novembre, décembre, janvier, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est que la première succursale d'AQMI au Sahel apparaît. Et il se passe une alliance qui n'est toujours pas, qui mérite qu'on l'étudie, parce qu'elle n'a pas été étudiée, c'est-à-dire l'irrédentisme touareg, le MNLA, donc part à la conquête du pays de l'Azawad et s'allie au groupe djihadiste qui jusqu'ici était dormant, parce que leur projet, ce n'était pas le Mali, si tu veux. Et donc, la thèse qui était jusqu'en 2010, qui était de dire que ces groupes-là, c'est des résistants de l'Algérie et leur projet n'est pas le Sahel, là, il y a un tournant. Ce projet tombe. Pour moi, cette bascule est très importante. Et à partir du moment où le projet n'est plus l'Algérie, donc le projet se retourne. Donc le MNLA s'allie avec
avec le groupe à l'époque qui s'appelait Ansar Eddin, qui est le premier groupe, et qui est issu de l'irrédentisme touareg aussi, c'est-à-dire Yad Ali, qui est aujourd'hui l'homme le plus recherché, qui est aujourd'hui la figure du djihad au Sahel, est un ancien de la rébellion touareg, mais qui s'est radicalisé et qui crée ce groupe. Donc il y a une jonction entre le MNLA et les groupes djihadistes issus de la décennie noire en Algérie. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une jonction entre deux projets qui, a priori, n'étaient pas dans les mêmes espaces. Et cette jonction, pour moi, clairement, c'est Yad Ali qui le fait. C'est pourquoi je trouve qu'il est important, pour comprendre le djihad au Sahel, important de comprendre la trajectoire de Yad Ali. Parce que c'est Yad qui fait le lien. Parce que lui, il a dirigé la deuxième rébellion touareg des années 90. C'était le chef rebelle touareg en 90. Il y a eu les accords de paix. L'État malien a tenté de l'intégrer au nom des accords de paix. Il est devenu conseiller à la présidence de la République. Il est devenu consul du Mali à Djidda. C'est là où il s'est radicalisé, s'est fait lien. Et quand il est rentré, c'est lui qui fait le lien avec le djihadisme parce qu'il a vécu en Arabie Saoudite, etc. Et il avait la légitimité historique dans la rébellion touareg. C'était un des chefs importants. Et donc la jonction se fait. Alors, il faut rappeler, et ça aussi c'est un détail important, c'est que la rébellion touareg du MNLA, quand ils reprennent la guerre, dans la charte du MNLA, dans le manifeste pour qu'ils reprennent la guerre, ils disent qu'ils veulent un État touareg laïque. C'est des laïcs. C'est des laïcs, mais ce que j'appelle l'opportunisme, au nom d'une sorte d'opportunisme, de désintégration régionale qu'ils comprennent vite, ils s'allient pour prendre le Nord Mali. Une fois que le Nord Mali est libéré, je crois que ça c'est en mars 2012, qu'ils proclament l'indépendance de l'Azawad, qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense que aussi là c'est très important. Je pense qu'au tout début, beaucoup d'acteurs, y compris la France, ne voient pas, et ça c'est une période très trouble entre novembre et mars, on ne voit pas tout de suite que derrière le MNLA, il y a AQMI. C'est flou, si vous voulez. On ne le comprend qu'à partir du moment où l'Azawad proclame l'indépendance et les troupes d'AQMI se retournent contre le mouvement de l'Azawad et occupent tous ces territoires. Et on assiste à la création de micro-groupes, le Moujao, etc. Donc je pense que ce moment, il est clé parce que c'est la première fois dans l'histoire du Sahel qu'on a une sorte de territoire 2 fois plus grand comme la France qui est pendant 1 an occupé par un groupe djihadiste. C'est la période que décrit très bien le film de Timbuktu, c'est-à-dire l'occupation, c'est là où s'est passé la destruction des mausolées, etc. Il faut toujours rappeler qu'au départ, et ça c'est très important de resituer l'intervention française, la France n'était pas pour une intervention. Ça aussi, il faut le rappeler. Historiquement, c'était Hollande. La France n'était pas pour une intervention militaire. La France avait opté pour une intervention de la CEDEAO. Donc ce qui était acté, c'était une intervention de la CEDEAO. Il y a eu un projet qui était voté par la CEDEAO. Il y avait même un état-major qui était mis en place, moi je me rappelle, dirigé par un général ivoirien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'1 an, elle n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas opérationnelle. Les djihadistes s'ancrent. Et à un moment donné, il y a un déclencheur. C'est que les djihadistes décident de marcher sur Bamako parce que pendant 12 mois, personne n'est capable de les arrêter et de les intervenir. Et c'est là où la France intervient sur demande du Mali. Sur demande du Mali, une intervention in extremis, je pense, dans des conditions d'urgence en janvier 2013. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a une phase qui s'ouvre qui est très intéressante. C'est-à-dire, pour la première fois, dans la tradition des interventions militaires françaises en Afrique et au Sahel, on a une sorte d'intervention qui, aux yeux de l'opinion publique, paraît légitime. C'était la première fois, moi, je vois une intervention militaire en France être soutenue par les opinions publiques, y compris les opinions publiques les plus critiques, y compris même les pourfendeurs. Donc cette intervention, je pense, est capitale, et cette intervention se solde, à mon avis,
par une sorte d'échec. Autant militairement, elle réussit à libérer les territoires, autant très vite, politiquement, elle s'enlise. Pour moi, il y a un double enlisement. Le premier enlisement, c'est il n'y a pas de projet derrière du Sud, même du point de vue militaire. Il n'y a pas de projet politique. Le projet politique était très faible, je pense. La preuve, hein, alors que du point de vue malien, après l'intervention, les Maliens ne voulaient pas organiser une bonne frange, en tout cas des acteurs politiques, ne voulaient pas organiser une élection bâclée. Ils ne voulaient pas organiser une élection bâclée. Et ce qui se passe, c'est que l'élection s'est faite sur pression des Nations Unies, parce qu'entre-temps, la communauté internationale a mis en place la mission des Nations Unies, et les Français sont installés. Et à un moment donné, le projet, l'un des objectifs immédiats, c'était l'organisation des élections. Donc on organise les élections, le président Ibeka sort vainqueur, et là, je laisse après cette partie à Niagalé, ce qui se passe après. Donc ça me paraît important, c'est ce que j'appelle donc cette forme de djihadisation des conflits antérieurs. Je ne sais pas si j'ai combien de temps, il me reste 2 points. Vas-y. Et le point 4 qui est lié à donc une partie de la guerre jusqu'ici. Le point 4, je l'appelle une sorte de la recommunautarisation du conflit et l'extension vers le centre. Qu'est-ce qui se passe en fait? En 2013, donc, le pays est presque totalement libéré grâce à l'intervention française, sauf la drare des Iphoras. Il y a eu ce fameux problème, ce fameux contentieux que je pense qui jusqu'à présent reste un problème indépassable dans la relation des Français avec une bonne partie des opinions publiques au Sahel. C'est entre-temps, il y a eu le problème de Kidal. C'est-à-dire, à un moment donné, les Français libèrent les villes, montent, on arrive à Kidal. De fait, l'armée française entre à Kidal avec les troupes tchadiennes sans les troupes maliennes. L'armée française prend la responsabilité d'entrer dans Kidal, de libérer Kidal et de ne pas repositionner les troupes françaises. Ça, au Mali, c'est très important, c'est vécu comme une humiliation nationale. Pour moi, l'opération française, c'est à partir de là que ça bascule, que l'opinion bascule. C'est-à-dire, l'unanimisme qu'il y avait se rompt à Kidal. Le point de rupture, c'est vraiment Kidal. C'est-à-dire, quand les troupes françaises libèrent Kidal et installent, et ça c'est très important, il y a à l'époque un reportage de Jean-Philippe Rémy dans Le Monde qui le raconte très bien, ils entrent à Kidal, installent le MNLA comme supplétif de l'armée française pour tenir des checkpoints, tenir des espaces. Donc il y a une forme de collaboration entre le MNLA et l'intervention française qui n'était pas encore Barkhane, Serval à l'époque. Donc cette alliance est vraiment marque une rupture profonde, quoi. Ça brouille la lecture parce que les opinions publiques là-bas n'oublient pas que 6 mois plus tôt, le MNLA était un allié d'Al-Qaïda. Ça, en France, on ne l'a pas beaucoup mesuré. On n'a pas mesuré en 6 mois comment on s'allie avec un acteur du djihadisme, même si, hein, parce que c'est pourquoi tout à l'heure je précisais que dans le texte fondateur du MNLA, il y a l'État laïque, parce que les Français se sont appuyés sur ce texte en disant que non, le MNLA est un mouvement laïque, donc voilà, on sépare. C'est la fameuse doctrine française dans cette zone d'intervention qui est de dire il y a des groupes qu'on combat et d'autres pas. Donc, dans la liste des groupes qu'on combattait, c'était des groupes identifiés comme djihadistes armés. Et le MNLA était hors de ces groupes. Donc, il y a eu une collaboration pour contrôler Kidal. Et Kidal est tombé un peu sous contrôle des groupes armés, de fait, grâce à la France. Et ça, je pense que c'est vraiment la bascule. Et depuis cette bascule, la France a perdu les opinions publiques au Sahel et n'a jamais su les retrouver. Ça n'a fait que se dégrader. Ça n'a fait que se dégrader. Bon, on connaît l'autocritique que je vous invite à lire de Nicolas Normand, l'ambassadeur de France, qui a beaucoup écrit là-dessus, hein, sur ce virage stratégique qu'est Kidal, comment la France a perdu un peu la bataille des opinions au Sahel. C'est vraiment Kidal qui est un marqueur. Donc ce point me paraît important. Et en fait, à partir de là, se met en place une autre guerre. Se met en place Barkhane,
cette guerre devient très compliquée parce que on n'est plus dans la configuration où il faut libérer des territoires. On est dans la guerre des Iphoras. C'est plus compliqué, c'est des territoires non habités, c'est une guerre asymétrique. Les Français utilisent une stratégie qui pour moi, bon, peut-être Niagalé en parlera plus que moi, qui pour moi est très contestable, hein, c'est l'appui sur les soldats tchadiens pour faire le boulot, pour faire le nettoyage, sachant que les soldats tchadiens ont des méthodes à 1001 lieues, d'une armée républicaine. Et je trouvais d'ailleurs le livre du général Barrera, qui a dirigé l'opération Serval au tout début, hein, est très courageux de ce point de vue parce que déjà dès 2014, il pose les prémices de cette interrogation. Lui qui a mené l'opération dans les Iphoras pose le questionnement et les prémices d'une interrogation. C'est une forme de... On a laissé les Tchadiens, puisque je pense que ça aurait été... Le coût humain pourrait être assez incompréhensible, hein, au niveau des opinions publiques françaises, hein, je pense. Donc là aussi, il se passe un moment très compliqué, l'alliance avec les Tchadiens. Bon, là, les Tchadiens, il y a beaucoup de bavures, hein, dans ces zones-là, malheureusement. Ce qui est bien, c'est que les dernières bavures, on commence à avoir des alertes, une sorte de veille et de vigie. Mais je pense que dans le flot des interventions qui sont passées en huis clos dans la drare des Iphoras, c'est pas ce que c'était. Hein. Et connaissant les méthodes de l'armée tchadienne, ça n'a pas arrangé l'image de l'intervention militaire française, je pense. Et cette période, c'est cette période-là qu'on assiste à une dégradation auquel on ne s'y attendait pas, en fait. C'est-à-dire, l'intervention française avait pour mandat les 3 régions du Nord. Je pense qu'il y a eu un repli stratégique très intéressant des groupes djihadistes. Puisque le Nord, ils étaient acculés, ils ont créé un front au centre. Et ce front est très intéressant parce que, en fait, il reconvoque, il s'appuie sur une forme de résurgence des conflits communautaires. C'est-à-dire, autant ils ont djihadisé le conflit Touareg, là aussi, ils mettent le même processus. C'est-à-dire, il y a des conflits qui étaient là, dans cette zone-là, ils djihadisent ces conflits. C'est-à-dire, tous les conflits liés au partage de la terre, tous les conflits liés au nomadisme semi-nomade. En fait, c'est sur ces conflits-là que s'appuie Al-Qaïda, pour créer un nouveau front du centre, qui est le front d'Amadou Koufa au Massina, qui instrumentalise clairement la question Peul, parce qu'il y a c'est une zone d'extrême tension. Et ce front-là, je pense que tout le monde est pris de court. En tout cas, la communauté internationale est pris de court, parce qu'il a fallu quand même 2 ans pour que le mandat de l'ONU et le mandat de la France soient étendus aux régions du centre. Et pendant ce temps-là, le djihadisme s'est ancré, il y a des zones qui sont sous contrôle. Et cette forme est encore plus dangereuse, je trouve, ce qui se passe au centre, parce que la communautarisation, elle est plus loin. C'est-à-dire, puisque l'armée malienne n'arrivait pas à faire face, les groupes d'autodéfense qui étaient en sommeil, hein, parce qu'il y a eu des groupes d'efforts d'autodéfense dans les années 90, ont été reformés avec l'aide de l'État central. Et ça a donné une sorte d'espace où tout est possible. Le conflit prend un virage communautaire. La France étend son intervention au centre. Et de fait, aujourd'hui, la France se retrouve engluée, non plus dans un conflit djihadiste, mais en plus dans un conflit communautaire. C'est-à-dire, il faut voir la défiance des associations société civile Peul par rapport à l'intervention militaire française, elle est très importante. Je pense que Bounty marque un tournant d'ailleurs, parce que c'est les associations société civile Peul, comme Tabikel Poulagou, qui sonnent l'alerte. L'armée française dit non, c'est pas vrai. Donc on est entré dans un conflit entre la plus grande association des populations Peul, de défense des droits de l'homme Peul, et le gouvernement, en tout cas, et l'armée française. Donc là, je pense que le deuxième gros problème dans lequel la France est engluée, c'est que la France est aujourd'hui acteur, malgré elle, du conflit communautaire.
Alors, je vais essayer d'avancer parce que je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Il faut laisser la parole dans peu de temps. Je conclus juste quand même. Bon, je conclus sur un dernier point qui est très important. Tu pourras y revenir dans la discussion. Oui, d'accord, je laisse Niagali. Non, mais termine. Fini quand même. Non, mais je conclus juste que il y a un conflit de perception qui est très important aujourd'hui et qui se ressent, qui se traduit même stratégiquement. Je pense que en France, le djihadisme est toujours perçu comme une forme de totalitarisme, etc. Il y a un cordon sanitaire. Il est impossible d'avoir une sorte de solution politique avec les djihadistes. Alors que de l'autre côté, au Sahel, c'est acté, autant par les gouvernements, autant que par les populations, que l'issue, la solution politique, est une négociation. Et ça, il y a une forme de ligne infranchissable. La France, aujourd'hui, a un conflit du point de vue stratégique avec tous les pays du Sahel sur est-ce qu'il faut négocier ou pas. Enfin, je pense à l'image de Le Drian quand il est parti en visite, Le Drian qui dit grosso modo devant la presse en conférence publique, oui, il est hors de question de négocier. Et le Premier ministre malien qui lève la main pour dire non, on négocie devant les caméras. Donc là, on arrive vraiment à un conflit très important de perception des djihadistes. Est-il acceptable une solution politique ou pas? Merci, désolé d'avoir été... Non, on a du temps. Alors, prends ton temps, on a du temps. Voilà, donc je conclus sur ce conflit de perception. Niagali Bakali. Merci, ça va être difficile de prendre le relais après cette intervention magistrale d'Ousmane, non sincèrement. Ce qui est très intéressant dans la présentation qui vient d'être faite, c'est qu'elle démontre en réalité, à mon avis, un autre décalage qui existe entre l'approche française, qui existe dans l'approche française, qui est, à mon avis, l'énorme décalage entre une immense maîtrise technique, en réalité, des instruments d'intervention, et une très faible maîtrise de l'environnement local d'intervention. C'est vraiment quelque chose qui me paraît absolument frappant et qui m'amène à penser qu'aujourd'hui, non seulement l'opération française, mais également toutes ses ramifications, y compris multilatérales, parce qu'il faut absolument considérer que l'opération Barkhane s'inscrit dans un dispositif beaucoup plus large, à la fois au niveau continental, au niveau européen, au niveau international. Et en réalité, je pense que la crise sahélienne est passionnante aujourd'hui parce qu'elle n'intéresse pas uniquement les pays sahéliens, mais elle intéresse également, bien entendu, la France, mais également les pays européens et un grand nombre de partenaires internationaux. En réalité, je pense qu'elle intéresse parce qu'elle est révélatrice de l'obsolescence de la plupart des instruments de gestion de crise qui sont mobilisés depuis, en réalité, 40 voire 50 ans. Je pense que cette crise, en réalité, est un tournant d'un point de vue stratégique parce qu'aujourd'hui, on va avoir du mal en faisant les leçons apprises ou même en marchant pendant la gestion de cette crise, on va avoir du mal à ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre d'outils utilisés qui ne fonctionnent pas. Et je vais essayer rapidement de faire le bilan de ces différents outils. Alors, tout d'abord, bien entendu, on va commencer par le cœur de notre intervention, du thème de cette conférence. Mais, comme je l'ai dit, je pense qu'il est important de l'élargir ensuite à d'autres cadres d'intervention. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette opération Barkhane? D'abord,
on voit très bien un décalage. Ousmane parlait des décalages de perception. On entend à l'envi que cette opération est quand même un succès de la part des autorités françaises, mais il y a quand même un grand décalage par rapport à la perception des opinions africaines, mais surtout parce qu'on s'aperçoit que les premières victimes de la situation actuelle sont des populations civiles. Et égrener le nombre de djihadistes neutralisés, ça ne répond absolument pas à ces préoccupations de sécurité de ces populations qui, bien entendu, sont les victimes de certains groupes djihadistes, pas de tous, mais qui sont aussi les victimes d'autres acteurs. Ousmane l'a brièvement suggéré. Aujourd'hui, l'environnement stratégique local, il est fait effectivement de groupes djihadistes qui, il est quand même important de le rappeler aussi, s'affrontent les uns avec les autres, puisqu'il y a ces groupes issus du Nord Mali qui ont fait scission et qui scission pour les uns et qui se sont regroupés pour les autres. Donc, pour simplifier, il y a les groupes affiliés à Al-Qaïda et les groupes affiliés à l'État islamique. Et les tactiques, aussi bien que les discours politiques qui tiennent, ne sont absolument pas les mêmes. Et je pense que l'une des premières erreurs françaises est d'essayer de les réduire les uns aux autres. Quand on prend le cas du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est donc ce regroupement de différents groupes djihadistes, à commencer par celui de Yadeg Ghali, donc en Sardine, mais également la Katiba d'Amadou Koufa. Ce qui est très frappant, au moins depuis les 3 dernières années, c'est qu'elles adoptent une stratégie et un discours de protection des populations civiles, justement. Et leur cible premières sont avant tout les forces armées nationales, les représentants de l'État et enfin les forces internationales, qu'elles soient françaises ou onusiennes. Et cela, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que est-ce qu'on est véritablement dans un combat terroriste quand, d'un point de vue très tactique, la première cible, ce sont des forces combattantes. Déjà, le recours au mot de terrorisme pose question. Le cas de l'autre groupe, qui est celui de l'État islamique au Grand Sahara, qui est en réalité la branche sahélienne de la province Afrique de l'Ouest de l'État islamique, l'autre branche étant celle qu'on oublie très souvent quand on traite de la crise côté français, mais l'autre branche étant celle du lac Tchad, qui effectivement concerne aussi le Niger, qui est quand même au cœur du dispositif. Il ne faut pas oublier que le Niger lui-même, il est présent sur 2 fronts de combat contre des groupes djihadistes. Donc, bref, les tactiques qui sont, et la rhétorique du groupe État islamique au Grand Sahara ne sont absolument pas les mêmes. Ce groupe s'en prend de façon beaucoup plus aveugle, à la fois aux populations civiles et d'autre part aux acteurs humanitaires, ce qui est un trait aussi très distinctif. C'est très important de voir qu'on est face à un acteur qui considère comme des croisés tout groupe occidental qui intervient. Et c'est d'ailleurs le groupe qui est responsable du massacre des personnels d'Acted à Kouré. Donc ce sont des différences qui sont extrêmement importantes et qui ne ressortent absolument pas dans l'approche totalement globalisante de l'opération Barkhane et plus largement du discours politique qui l'accompagne du côté des autorités françaises, qui a tendance à considérer qu'elle affronte un ennemi sans discours politique. Et je pense que c'est là, en réalité, qu'est la faiblesse principale de l'intervention française aujourd'hui. C'est-à-dire que combattre le terrorisme, ça n'a pas de sens d'un point de vue politique, une fois de plus, que le terrorisme, c'est un mode opératoire. Et ce qu'on refuse de voir aujourd'hui dans cette approche, ce qu'on refuse de voir, c'est en réalité que les acteurs que l'on a en face, et particulièrement le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ont un discours extrêmement construit
Aujourd'hui, on s'aperçoit, notamment quand on lit les communiqués, parce qu'il est très intéressant de lire les communiqués de ces organisations djihadistes, le discours est extrêmement construit. Les derniers communiqués parus depuis le début de l'année expliquent très clairement que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'a aucun objectif d'extension de son combat sur le territoire français. Donc il va à l'encontre du discours des autorités françaises qui justifient l'intervention quand même par une menace pesant directement sur le sol français. Là, je parle d'Al-Qaïda. Donc du GSIM. C'est extrêmement important. Le discours est extrêmement bien articulé puisqu'il se fonde aussi sur les coûts de l'intervention en disant mais on est quand même face à une intervention qui coûte 1 milliard par an. Est-ce que l'État français n'a pas mieux à faire de ce milliard, par exemple, en luttant contre le chômage en France? C'est quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'il veut prendre à témoin les opinions publiques ici en France. Donc ça, c'est extrêmement important à mon avis. Et en face, il me semble que la difficulté de la France aujourd'hui est véritablement, d'un point de vue politique et diplomatique, à construire une réponse face à ces discours-là. C'est-à-dire que les djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont un projet de société. Ils ont un projet en termes moraux. On voit bien entendu le volet religieux, mais il va bien au-delà de ça. Ousmane parlait de manière très pertinente de ce qui se passe dans le centre du Mali. Il faut se rendre compte que des espaces de gouvernance se sont mis en place, des espaces de gouvernance des ressources naturelles qui s'appuient sur des mécanismes extrêmement anciens que les djihadistes au départ ont eux-mêmes voulu réformer en se référant à la charia, sur lesquels ils ont dû revenir parce que les acteurs locaux justement ont quitté leur groupe en disant si c'est comme ça, du côté du GSIM, on va rejoindre l'État islamique au Grand Sahara et on va continuer à fonctionner avec nos Djaworo, nos maîtres des terres, nos maîtres des eaux. Donc, et ça, ce sont des espaces de gouvernance. Pour moi, c'est une des grandes logiques, mais de fond de cette crise. C'est-à-dire que des espaces de gouvernance, de toute façon, aujourd'hui, se sont constitués. Et quand on parle justement de ces fameuses négociations, il ne faut pas les imaginer comme des négociations au niveau central. Enfin, je veux dire, ça ne va pas être le traité de Versailles signé dans un train, parce qu'on ne va pas nécessairement être dans une approche globale, même si bien sûr elle va exister. Mais la question de la négociation de ces espaces de gouvernance qui ont été conquis par différents acteurs djihadistes pour le centre du Mali, mais plutôt de type rebello-indépendantiste pour le nord du Mali, c'est une question qui est absolument centrale. Et quand la France dit on est absolument opposé aux négociations, on n'a pas le sentiment que sont prises en considération ces logiques très locales en réalité. Même si aujourd'hui, le discours qui consiste à dire « mais oui, nous, ce que nous voulons, c'est décapiter ces groupes », laisse entendre que, bon, finalement, on pourra négocier avec des plus petits chefs. Mais ce discours qui vise à mobiliser en réalité une opinion publique en donnant un visage à ce combat qui est en réalité complètement fantôme et aveugle, parce que répéter que 150 ou 20 ou 10 ou 30 combattants ont été neutralisés, ça ne parle à personne en réalité, même pas aux Français. D'abord parce qu'on ne peut pas vérifier. Qui peut savoir qui a exactement été tué? Puis surtout, le combat est complètement impersonnel. Et moi, c'est comme ça que j'interprète la mobilisation de Bernard Hémier, le chef de la DGSE, avec cette vidéo qui montre Yada Ghali voilà, dans un conclave, en disant voilà, c'est à ce moment-là qu'il a décidé stratégiquement d'étendre sa lutte vers les pays côtiers. C'est totalement faux, les pays côtiers. Peut-être pour les étudiants, oui, pardon. C'est une vidéo, une intervention de Bernard Hémier, je crois, sur une base, lors d'une visite ministérielle, sur une base à Orléans. Absolument, en appui de l'intervention de Florence Parly. Et donc, il montre cette vidéo en disant, voilà, d'abord, c'est sur la base de notre renseignement humain que nous avons pénétré ce groupe, ce qui a très vite été démenti, parce qu'en réalité, ce sont des vidéos qui ont été saisies au moment de l'élimination de l'ancien chef d'AQMI cet été, Drogdel.
d'une part, et d'autre part, l'extension vers le sud, elle existe depuis 2016 avec l'attaque de Grand Bassam, et en effet, elle se poursuit avec toutes les attaques qui se font à la frontière du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du côté de Kafolo. Donc, moi, je pense que cette absence de dimension politique de l'opération Barkhane est quelque chose qui rend extrêmement difficile cette intervention. Et la réponse qui est plutôt apportée par les autorités françaises, y compris dans le cadre des sommets, comme on l'a vu encore à N'Djamena, c'est de dire, mais en réalité, si notre objectif politique, c'est de restaurer l'autorité de l'État, est-ce un objectif politique ? Notamment quand on sait qu'aujourd'hui, comme l'a suggéré Ousmane, l'État sahélien est avant tout perçu comme prédateur et non pas comme protecteur. Et ça, c'est une très grande difficulté. Ça renvoie à cette approche historique qui fait que la France est effectivement perçue comme étant l'allié d'élites qui sont elles-mêmes perçues par les populations comme ayant failli en réalité à tous les égards. C'est-à-dire comme ayant failli en termes de démocratisation, en termes d'éducation. L'éducation est quand même un secteur qui est au cœur de ce combat idéologique entre un modèle d'éducation laïque, un modèle plus religieux d'éducation, pas uniquement du côté des djihadistes d'ailleurs, mais il peut y avoir d'autres courants qui contestent ce modèle. Donc des États qui sont remis en cause donc en matière de démocratisation, d'éducation, en matière d'urbanisation, en matière de décentralisation quand même, parce que moi, je veux bien qu'aujourd'hui on dise la solution c'est la décentralisation, mais c'est trop tard, moi je pense. La solution de la décentralisation, elle a eu sa chance pendant 40-50 ans. La décentralisation, c'est l'un des points majeurs justement de ces accords de paix dont tu parlais, qui visaient à régler les rébellions Touareg, que ce soit en 92, que ce soit en 2006, et ce modèle de décentralisation fondé sur une distinction entre déconcentration et autorité des collectivités territoriales, il n'a pas fonctionné en réalité. Donc c'est à l'échec de ça qu'on assiste aussi. Un échec aussi en matière de développement. Les populations aussi disent l'Alliance du Sahel, c'est magnifique, 17 milliards, vous vous rendez compte ? Mais quel bénéfice en voit-on, nous, directement ? Et ça, je vais en revenir un peu plus tard à certaines logiques qui me semblent associées à ces interventions qui sont soutenues par la France dans un cadre plus large que celui de l'opération Barkhane. Ousmane a parlé aussi des erreurs plus tactiques ou opératives, on peut dire, qui ont caractérisé l'intervention de Barkhane. En effet, son rôle auprès des Touaregs, tu parlais de l'intervention à Kidal, l'alliance sur le terrain qui s'est faite avec deux groupes que sont le MSA-D et le Gatia pour combattre l'État islamique aux côtés des forces armées nigériennes, notamment donc en lien avec Barkhane, a été aussi extrêmement mal perçu. Ça a été perçu comme un choix partisan dans le combat mené. Et je ne dirais rien de ce nouvel instrument qui paraît formidable, parce que les forces spéciales, il y a deux choses qui parlent en général aux opinions publiques, c'est les renseignements, les forces spéciales, ça c'est super, ça montre qu'on agit. Sauf que Takuba, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sabre en tamashek. Pardon ? Mais moi, je veux bien qu'on fasse des choix, mais prêtons attention à ce que ça signifie du point de vue lexical et du point de vue linguistique. Je donnerai un autre exemple de ces erreurs qui sont commises quand on est plutôt un groupe qui étudie, évidemment, toutes ces logiques. Barkhane, comme toute opération international, recourt aussi aux opérations psychologiques et notamment au largage de tracts dans le désert pour toucher les populations. Il y a un tract qui est très intéressant qui a été largué il y a 2 ou 3 mois et qui, en français, alors ce tract, c'est un œil dans le ciel avec marqué Barkhane, un avion de Barkhane, et il y a marqué « Barkhane vous protège » en français. Bon, très bien, pourquoi pas. Et ce tract a aussi été largué dans toutes les langues de la zone du Nord, donc en tamashek, en songhai, même au centre, il a été largué, donc en Fulani.
Et on s'aperçoit que dans toutes ces langues, mais toutes, on a vraiment demandé à des locuteurs de chacune de ces langues. Ça veut dire Barkhane vous surveille. Comment est-ce possible de ne même pas pouvoir recourir à des traducteurs qui maîtrisent les langues locales? On s'interroge, c'est pour ça que quand je dis que je pense qu'il y a une très grande maîtrise de la technologie, de l'instrument opérationnel, même si j'ai une grosse réserve par rapport à ça aussi, je pense qu'il y a vraiment un défaut de maîtrise de l'environnement local et revenir à une analyse de l'environnement fondée sur des connaissances sociologiques, anthropologiques est quelque chose dont on ne pourra pas faire l'économie si aujourd'hui le projet est de continuer à s'investir dans ce type d'environnement. Parce que quand même, moi je veux bien qu'on nous dise que là, ça fait 8 ans que l'on forme l'armée malienne, à la fois dans un cadre français, dans un cadre européen, et que voilà, quand même, on a une montée en puissance aujourd'hui. Mais enfin, face à quel échec est-on dès 2012? Et ça, personne ne le dit, personne ne le reconnaît. C'est quand même l'échec de 30 ou 40 ans de coopération, de sécurité et de défense. Ce sont quand même des appareils de défense et de sécurité qui ont été construits avant tout par la coopération militaire française. Et ça, je pense qu'il est absolument indispensable de reconnaître ce fait parce que c'est un instrument qui, à mon avis, doit être le deuxième, je dirais, être réformé, et non pas le premier. Je vais vous dire pourquoi. On entend en permanence, dès qu'il y a un problème, on dit « Ah ben on va les former ». On va les former, c'est-à-dire violation des droits de l'homme, on va les former. On va les former, l'armée tchadienne encore, vous pensez qu'un soldat tchadien ne sait pas qu'on ne peut pas violer une petite fille de 11 ans et une femme enceinte? Enfin bon, il ne faut pas exagérer. Si en effet ce genre de débordements sont possibles, c'est sans doute parce que l'approche qui a été retenue depuis des années, donc depuis des décennies, et encore plus depuis le début de la crise et depuis l'intervention occidentale en 2013, c'est l'idée que ce qu'on doit améliorer, ce sont avant tout les capacités opérationnelles de combat. Et je pense que c'est une erreur majeure. Bien entendu, on a besoin d'avoir des armées qui savent manier un fusil, qui savent combattre. On se pose la question de savoir pourquoi elles ne savaient pas le faire en 2012. Mais bon, ça, je l'ai déjà abordé. Mais on voit très bien aujourd'hui que l'une des raisons de l'inefficacité de cette intervention tient à 2 éléments. D'abord, on ne s'est absolument pas intéressé aux questions de gouvernance des appareils de défense et de sécurité, parce que non seulement ils sont politisés, comme l'a dit Ousmane, absolument, et ça c'est un élément central quand même, et sur lequel on fait l'impasse, mais en tout cas, on sait aussi qu'ils fonctionnent, alors on peut dire de manière corrompue, ou en tout cas de manière très hybride, très informelle, avec des logiques qui vont au-delà d'un appareil de sécurité conçu sur un modèle rationnel weberien, pour résumer. Hein. Et quand on voit en 2020, hein, c'est vraiment très très récent, les scandales qui ont éclaté à la fois au Burkina Faso, au Mali et encore plus au Niger en ce qui concerne les détournements dans le secteur de la défense, est-ce qu'on peut se satisfaire des réponses qui sont faites par certains diplomates qui nous répondent « Ah oui, mais ça, ce sont des questions de souveraineté, je ne vois pas le rapport avec Barkhane et avec la formation. » Mais bien entendu qu'il y a un rapport direct. Il y a des lettres de soldats morts au front, au moment de mourir, en tout cas la lettre d'un soldat qui dit « Aujourd'hui, un soldat est mort, il a fait son devoir, il ne demande ni honneur, ni hommage, mais il demande aux juges de faire eux aussi leur travail pour poursuivre et condamner ceux qui ont transformé cette guerre en business. » Et c'est vrai qu'il faut rappeler que les militaires sahéliens meurent par centaines chaque année. Hein, depuis 2017, selon les pays, on a entre 200 et 400 morts. C'est énorme en réalité, c'est énorme. Donc ces soldats paient un très très lourd tribut. Mais quand on voit que les moyens qui leur sont destinés sont détournés, c'est un énorme problème. Et pour moi, ça fait aussi partie d'une approche qui vise à restructurer des éléments des appareils de sécurité. D'autre part, bien entendu, cette question des droits de l'homme. Alors là, on entend à l'envi, ah mais on les forme depuis des années au DIH, donc au droit international humanitaire et au droit des conflits armés. Mais pardon, le DIH et le droit des conflits armés, c'est absolument fondamental
mais ce n'est pas les droits de l'homme. Hein, et ça explique aussi pourquoi, au moment des troubles au Mali, au début du mois de juillet, quelle unité a tiré sur la foule en réalité? La Forçat, la force armée antiterroriste formée par les forces occidentales. Donc récemment, formée très très récemment. Donc on voit très bien que le problème va bien au-delà de cette seule capacité opérationnelle. Et j'irai même plus loin, je pense qu'il va aussi au-delà de ce qui est enseigné dans le cadre de ces formations. Pour moi, c'est extrêmement problématique. Je pense qu'aujourd'hui, mais il n'y a pas que le théâtre sahélien qui le démontre en réalité, tous les théâtres démontrent que depuis la guerre du Vietnam, je dirais, parce que la France n'est pas la seule concernée, et ça c'est important de le dire, ces approches anti-insurrectionnelles ne fonctionnent pas. Et je pense qu'il faut arriver à le reconnaître aujourd'hui. On arrive en prétendant expliquer comment on combat des insurrections, puisque le djihadisme, en réalité, n'est que l'une des formes d'une insurrection plus large, qui, comme l'a démontré Ousmane, a pu prendre une forme autonomiste, indépendantiste, mais on peut parler aussi de l'insurrection populaire, comme on l'a vu au Mali, comme on l'a vu au Burkina Faso, donc on est dans un contexte insurrectionnel, mais les instruments de réponse ne peuvent pas y répondre de manière efficace, puisqu'en réalité, il n'y a pas une connaissance suffisante de l'environnement local. Moi, c'est vraiment une conviction que j'ai de plus en plus. On est vraiment face à un dépassement de ces outils, quand on entend d'une part que, et ça c'est assumé devant le Sénat, y compris par le chef d'État, le chef d'état-major des armées, général Lecointre, que l'approche qu'on retient aujourd'hui, elle est fondée sur la doctrine de la pénétration pacifique de Lyautey et Gallieni. C'est pas être décolonial que de dire que la réalité sur le terrain de la fin du XIXe siècle n'est quand même pas celle à laquelle on a offert aujourd'hui. Parce que ça aussi, je pense qu'on a largement dévalué les capacités stratégiques et tactiques de ces groupes, qui ne sont pas de pauvres combattants en tongs, comme on l'a trop souvent dit. Donc cette question est absolument fondamentale, tout comme celle de cette fameuse doctrine de conquête des cœurs et des esprits, que tout le monde utilise, même les acteurs humanitaires, etc. Pour moi, elle est extrêmement problématique, cette notion. On ne peut pas considérer les populations comme des objets, comme des instruments dont il s'agit de manipuler et les sentiments et le cerveau. Aujourd'hui, dans des contextes, qu'on le veuille ou non, de démocratisation, aujourd'hui, il y a besoin de considérer que ces populations sont en attente de protection et non pas de conquête en réalité. Et ça, pour moi, c'est très problématique. Au-delà de cette intervention française, il est très important de regarder ces ramifications, ou en tout cas les partenariats qu'elle a forgés au niveau international. Tout d'abord, le partenariat forgé avec l'Union européenne. Pardon, je veux juste préciser quelque chose à propos de l'opération française. On parle beaucoup de sentiments anti-français. Moi, je n'aime pas du tout qu'on recourt à cette notion-là. D'abord parce que il n'y a pas de sentiment contre les Français. Franchement, il y a des sentiments contre les symboles de la France, même parfois les grandes radios, RFI, etc. peuvent être critiqués, mais contre les Français en tant que tels, je trouve que c'est totalement faux. Et d'autre part, c'est la politique étrangère de la France qui est ciblée. Mais je ne trouve même pas qu'il y ait un rejet en réalité. C'est vrai qu'il y a des manifestations de rejet, mais elles sont souvent orchestrées, soit par des groupes patriotes locaux, soit parfois, on ne va pas le nier, comme on l'a vu fin 2019, sans doute par des puissances comme la Russie, mais pour moi c'est très marginal. Mais ce qui fait très peur, à mon avis, en termes d'influence de la France, c'est qu'il y a un doute complètement généralisé en réalité. C'est le scepticisme total. C'est-à-dire, non, les populations sahéliennes ne disent pas, non, on veut que les Français s'en aillent. Elles disent, mais oui, mais ils nous servent à quoi ? Et ça, je pense que c'est beaucoup plus difficile à combattre quand même. Un sentiment d'impuissance, en réalité, d'une dite puissance qu'on croyait toute puissante, justement, pour utiliser trois fois le terme. Donc, qu'en est-il de ces ramifications ?
il y a d'abord le rôle de l'Union européenne, hein, qui est quand même majeur et qui a commencé avant la mise sur pied de la mission militaire, donc IUTM au Mali, d'abord par la mission sœur, je dirais, qui s'appelle ECAP, qui vise à renforcer les capacités des forces de sécurité. Et je fais une parenthèse de ce point de vue-là. Il y a quand même un trop fort accent et intérêt, y compris de nous-mêmes, hein, mis sur cet instrument militaire. Il y a quand même des choses aussi qui se font dans un autre cadre sécuritaire et qui sont fondamentales. La question de la chaîne pénale est absolument essentielle, hein, et ça aussi, ça fait partie des grandes déception, à mon avis, de tout ce qui a été annoncé. Parce que donc, cette mission ECAP a pour objectif de renforcer les capacités des forces de police et de gendarmerie, alors que la mission IUTM a pour objectif de renforcer les capacités militaires. Et au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité de l'armée malienne, par exemple, est passée à travers des formations mises en place par l'IUTM. Bon, il y a très indéniablement une amélioration de ces capacités, mais on est quand même loin d'avoir obtenu les résultats escomptés. Et c'est là qu'on touche à une grande difficulté, à mon avis, qu'il faut aussi prendre de front quand on travaille dans un cadre européen. C'est celui des méthodologies et des cadres qui sont utilisés. On s'aperçoit que aussi bien ces formations dans le cadre IUTM, ECAP, que l'ensemble des annonces qui ont été faites depuis les 3 ou 4 dernières années, on va dire, mettent en place des structures qui sont extrêmement lourdes. La dernière en date, c'est la Coalition internationale pour le Sahel, qui précisément a la mission qui me paraît presque insurmontable de coordonner l'ensemble des instruments et des cadres d'intervention qui ont été forgés. Parce qu'on critique beaucoup l'opération Barkhane, mais, ou les acteurs du développement d'ailleurs, mais il faut voir qu'on leur impose, enfin ça c'est la responsabilité des autorités politiques, mais un cadre nouveau tous les 6 mois en réalité. C'est-à-dire qu'à l'issue de chaque sommet, on a annoncé une nouvelle initiative. Alors une fois, ça a été l'Alliance pour le Sahel. Enfin, tout d'abord, ça a commencé par la création du G5 Sahel, enfin, le soutien à la création du G5 Sahel, puis de sa force conjointe, puis de l'Alliance pour le Sahel, ensuite le P3S, le partenariat pour la paix, la stabilité au Sahel, qui a été annoncé non pas dans un cadre sahélien, mais dans le cadre du G7 de Biarritz. Ensuite, la force Takuba, maintenant la Coalition internationale pour le Sahel. En réalité, on se trouve face à un monstre institutionnel qui devient quasiment impossible de manier et de mobiliser. Aujourd'hui, le principal objectif est de créer des structures interagences pour arriver à manier ces instruments. Et à mon avis, c'est l'une des très grandes limites de toutes ces interventions internationales. Elles sont trop lourdes à mobiliser, à gérer. On parle du G5 Sahel, une des grandes difficultés qu'a expérimenté le G5 Sahel, c'est la lourdeur des processus administratifs, organisationnels et budgétaires permettant son financement. Ça a été un problème absolument insurmontable en réalité. Donc ça c'est très difficile, mais il faut se rendre compte aussi de la difficulté à mettre en œuvre les méthodologies qui gouvernent tous ces programmes. Et ça, c'est très peu connu. Mais il faut voir aujourd'hui, et c'est encore plus vrai pour les programmes de développement, pour les programmes de gouvernance et pour les programmes même de soutien à la société civile. Aujourd'hui, on fonctionne selon une logique méthodologique internationale qui me paraît très problématique personnellement, qui est fondée ce qu'on appelle le monitoring et l'évaluation, et qui a instauré une méthodologie fondée sur la mise en place de cadres logiques, eux-mêmes fondés sur des milestones, eux-mêmes fondés sur des indicateurs qui sont en réalité complètement à côté des réalités qu'il s'agit de mesurer. Aujourd'hui, on mesure des choses qui ne correspondent absolument pas à l'amélioration de la sécurité. On va voir, ben oui, on a fait tant de formations, donc voilà, on va cocher cette case. On a donné tant d'équipements, donc on va cocher cette case. Mais est-ce que ça répond aux réalités opérationnelles? Non, on a mis en place tant de projets qu'on a en réalité définis par rapport à la logique institutionnelle du bailleur lui-même et non pas par rapport aux besoins véritablement
véritablement sur le terrain. Et ça me paraît très problématique parce que ça ne touche pas uniquement la France. C'est vraiment, et ça la touche d'ailleurs plutôt moins que d'autres acteurs internationaux de ce point de vue-là. Donc pour moi, ça fait également partie des choses qui sont très très compliquées à gérer. Je terminerai parce que je sais que le temps passe. Ousmane a parlé aussi brièvement du rôle de la CEDEAO et j'ajouterai du rôle de l'Union africaine. On s'aperçoit là aussi qu'on est face à un échec de cette architecture de paix et de sécurité qu'on a essayé de mettre sur pied depuis 2008. Il y a eu l'échec dont tu as parlé, à mobiliser la CEDEAO, qui renvoyait aussi à des processus de décision très lents au niveau des Nations Unies. Mais on voit très bien que depuis, la CEDEAO s'est beaucoup mobilisée sur la crise sahélienne d'un point de vue politique, moins d'un point de vue sécuritaire. Mais dans quel sens politique, puisqu'on l'a vu à la faveur du coup d'État de juin 2018, on voit très bien qu'il y a une logique des chefs d'État qui s'oppose à une logique davantage CEDEAO des peuples, qui faisait d'ailleurs partie du programme même de l'organisation. Donc on a une grosse difficulté de ce point de vue-là. On voit bien que la force de 3000 hommes annoncée depuis plus d'un an par l'Union africaine n'est toujours pas mise sur pied. Donc voilà, on s'aperçoit aussi que ces instruments ne sont absolument pas efficients. Et donc vraiment pour conclure, moi, il me semble qu'aujourd'hui, puisque c'est facile d'être critique, mais quelle solution proposons-nous ? Moi, il me semble qu'un enjeu aujourd'hui est vraiment pour les États sahéliens eux-mêmes, en réalité, à forger leurs propres solutions fondées sur des logiques endogènes. Et il y a deux écueils par rapport à ça. Le premier, c'est que cela demande aussi de mobiliser ses propres ressources. Est-ce que les États sont prêts à le faire de manière transparente ? Parce qu'ils en mobilisent des ressources, mais comme on l'a dit, elles ne sont pas forcément gérées de manière transparente. Et deuxièmement, la question, c'est que veulent faire les partenaires internationaux ? Les partenaires internationaux, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas là pour forcément, enfin la France n'est pas là, pour protéger les populations civiles sahéliennes. Moi, je comprendrais qu'elles disent, moi, ça ne correspond pas à mes intérêts. Et d'autres acteurs pourront dire, s'il s'agit de négocier avec des djihadistes ou de mettre sur pied des groupes d'autodéfense, comme le propose le Burkina Faso, moi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de cette clarification avec des solutions qui proviennent avant tout des acteurs concernés, auxquels les partenaires internationaux, quels qu'ils soient, doivent décider d'apporter un soutien ou pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ousmane, merci Ndiagalé. Je dirais l'intérêt, je vais aller vite pour laisser la parole aux questions, mais à la fois de la remise en perspective historique qui nous a permis d'appréhender un contexte et une perception plus complexe. C'est évident, notamment sur, par exemple, l'implication des Touaregs jusqu'à Kidal, comment les Français, dans la décolonisation, avaient voulu créer un espace particulier au Sahara, permettant de conserver aussi des ressources pétrolières du sud de l'Algérie, du nord du Mali. Donc, merci pour tout ça, y compris d'avoir reçu une perspective de guerre froide avec des États qui étaient plutôt alliés au bloc de l'Est et d'autres blocs de l'Ouest. Et puis merci aussi de cette lecture politique. Moi, j'ai toujours été persuadé que quels que soient les enjeux, ne pas considérer que derrière les fanatismes, derrière les discours, il faut d'abord rechercher de la politique et que de toutes les façons, la paix est une construction politique. Et donc, merci Ndiagalé Moi, je voudrais juste vous interroger sur un point parce que c'est au fond... C'est cette perspective géostratégique qui est aussi une justification pour la France, de dire, mais bon, et si on part, comment cette sécurité, voilà. Est-ce qu'il y a un effet domino? Par exemple, tu as dit le groupe, dans ta présentation, tu as admis le groupe G5 comme une réalité, mais on peut dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous l'avez évoqué. Donc ce risque de la contamination, et indépendamment de cet enjeu géostratégique ou présenté comme tel, en tout cas en France, sur la stabilité de l'Afrique, si la France part, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et est-ce qu'il y a à ce moment-là une grande prise de conscience des gens qui vont s'impliquer, qui vont prendre en question cette question de la sécurité? Alors on commence par Ndiagalé et après Ousmane. Je pense que ce qui est important de considérer, c'est une réponse que font d'ailleurs certains dirigeants. Il y a d'abord la question du rôle de l'islam
dans ces sociétés. Ce sont des sociétés qui sont d'ores et déjà très musulmanes. Donc, évidemment, va se poser la question du degré auquel sera intégrée davantage ou pas la loi islamique, mais ce n'est pas un élément, ce ne sont pas des États c'est des États qui sont laïques dans leur forme, mais qui socialement sont déjà très islamisés. Donc ça c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est de dire il y a aussi des acteurs politiques qui portent une vision plus rigoriste de l'islam. Il n'y a pas que des acteurs djihadistes. Quand on voit aujourd'hui le rôle de l'imam Dicko, c'est quand même très intéressant. Hein, c'est quand même lui qui a réussi à porter le mouvement de contestation au départ. Donc, il est aussi envisageable que ce qui peut se mettre en place, ce soit un islam politique plus conservateur et non pas nécessairement violent. Ça, c'est un élément. Ensuite, pour conclure, je répondrai. Que nous annonçaient les Américains au Vietnam en disant que le monde entier allait être submergé par le communisme si le Vietnam tombait. Alors, en effet, les pauvres Vietnamiens ne sont pas tellement amusés avec ce régime, et ce sera peut-être le cas de ces populations sahéliennes. Mais moi, je ne crois absolument pas, en tout cas, à un risque de déstabilisation qui touche l'Europe. Que d'autres États puissent eux aussi être concernés, c'est évidemment une possibilité. Mais moi, je ne suis pas sûre que cela constitue une menace absolument insurmontable en face de la France et de l'Europe. Et c'est d'ailleurs ce que disent un certain nombre de partenaires européens eux-mêmes. Ça, c'est très important de le dire. Ce ne sont pas que les Sahéliens qui peuvent répondre ça. Alors, Ousmane, la même question en disant que c'est vrai qu'on a vu, et à l'instant Niagalé évoqué le Vietnam, qu'au bout d'un certain temps, la durée de l'intervention fait quand même que l'intervenant lui-même devient l'otage de la solution politique, est aussi possiblement instrumentalisé. Donc si la France sort, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et deuxième point, peut-être, Samia Gallet l'a dit, c'est vrai qu'on est peut-être à la fin d'une phase, ça c'est évident, post-guerre froide d'intervention occidentale, des méthodes d'intervention occidentale, on va peut-être pas avoir le temps de tout revoir, mais donc là aussi, qu'est-ce qu'il y a à la place, quoi, Alors, une grande question sur la France part. Alors, en fait, je trouve que la France est dans une posture où elle est piégée, où elle n'envisage le départ que comme une défaite ou un échec. Ouais. Or, je pense qu'il faut ouvrir le spectre des solutions politiques. Parce que je pense qu'il y a 3 grands fronts djihadistes ces 10 dernières années sur le continent. Donc, on a le front français, le front État islamique, Al-Qaïda au Sahel. On a le front Boko Haram au Nigeria et au Cameroun. Et on a le front Shabab à l'est. Et le quatrième le quatrième qui arrive, au Mozambique. Mais alors, voyons ce qui s'est passé sur ces fronts-là. C'est-à-dire, dans aucun des 2 autres fronts, donc Boko Haram et Shabab, il y a eu d'intervention étrangère. Il n'y a pas eu d'intervention de puissance occidentale. Et quel est le front qui a le plus réussi, en tout cas militairement? C'est le front des Shabab. Quoi qu'on puisse dire, les forces africaines mises en place ont libéré la Somalie de la tutelle d'Al-Shabaab. Ils ont libéré le port de Kismayu, ils ont remis en place un État, il y a eu des élections, même s'il y a des phases de tension. Donc la solution sous-régionale et africaine marche en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de cécité ou de crise de confiance de la France aux ressources africaines. Moi, j'étais très frappé par le dernier sommet de N'Djamena, tout l'appel du pied de la France, parce que c'est vrai que la France est un acteur seul au Sahel. On reconnaît ça. Les Américains s'en lavent les mains, les Européens ont fait juste de la formation. Ils aident quand même en renseignement, en renseignement et en drone. Camp de drone, mais bon, pas le plus compliqué. Les partenaires de l'Union européenne ont fait de la formation, il n'y a pas de risque de perte d'hommes. Donc la France est un acteur seul, mais toute la stratégie d'ouverture de la France est tournée vers l'Union européenne. Des appels sans cesse vers l'Union européenne qui n'ont jamais eu suite, et la France n'a jamais pensé intégrer dans sa stratégie l'Union africaine. Or, les armées... Avec le G5, elle pensait avoir une... non, c'est un contournement, c'est un contournement de l'Union africaine. Oui, c'est même ça, parce que mais moi, quand je parle d'intégrer, c'est d'intégrer en termes de prise de rebelles militaires, clairement. C'est-à-dire, parce qu'au fond, il y a des armées valables
pour reprendre le relais des Français, en dehors même des Tchadiens. Parce qu'aussi, l'une des autres cécités françaises, c'est de considérer que le Tchad est la seule armée valable, etc. Bon, moi, j'entends beaucoup dire que l'armée la plus professionnelle du Sahel et la plus valable, c'est le Tchad. C'est faux. L'armée sénégalaise est très valable, est réputée. Elle est intervenue partout. L'armée ghanéenne, l'armée nigériane, quoi qu'on puisse dire. L'armée camerounaise tient le front Boko Haram à l'est sans aucune intervention militaire extérieure. Elle contient. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné envisager la solution africaine. C'est-à-dire, et ça, je ne comprends pas la cécité. Par exemple, je ne comprends pas que le G5 Sahel, qu'on soit dans une stratégie de le réduire qu'à ces 5 pays du Sahel. Je n'arrive pas à comprendre que les 2 armées ou les 3 armées les plus valables du Sahel et qui peuvent prendre le relais en termes de respect des droits de l'homme ne sont pas intégrées. Dans la stratégie française, ils n'y sont pas. Bon, ok, ils vont dire que bon, ils ont invité le président sénégalais au dernier sommet de N'Djamena, mais comme observateur. Donc je pense que le spectre de la solution, il faut la chercher. Arrêtez de penser que si les Français se retirent, c'est la fin du monde, parce que le seul front djihadiste, encore une fois, où on a réussi à extirper les djihadistes d'un pays, c'est les Chebab en Somalie. Et c'est les troupes djiboutiennes, éthiopiennes et kenyanes des forces africaines. Voilà. Alors, maintenant, vous avez passé sur le grill des questions des étudiants, des internautes. Merci. Bonjour. Du coup, moi, j'aimerais plutôt rebondir sur les questions d'influence, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on avait une érosion de l'influence française qui était due à un niveau local, à la perte de l'opinion publique et aussi à une sorte de scepticisme de la population. Mais on a aussi un phénomène d'acteurs régionaux ou internationaux qui commencent aussi à venir grignoter une partie de la sphère de la sécurité et de la défense dans la région. Je pense notamment à la Russie, mais pas que, peut-être à la Turquie ou à des acteurs plutôt à la Chine, à des acteurs des pays du Golfe, par exemple. Et du coup, j'aimerais savoir, selon vous, quelle est notre marge de manœuvre dans la région en termes d'influence et de diplomatie? Alors, qui répond? Alors, moi, je pense qu'il faut distinguer différentes stratégies parmi tous les acteurs que vous venez de mentionner. Moi, à ma connaissance, la Chine ne joue aucun rôle dans la gestion de la sécurité au Sahel aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas influence à d'autres égards, mais et je ne pense pas du tout qu'elle ait envie de venir s'immiscer dans ce bourbier. La Russie est évidemment beaucoup plus présente en République centrafricaine qu'au Mali. Il y a effectivement ces contrats avec la société Wagner, mais je ne pense pas non plus qu'il soit dans les projets de la Russie de prendre la place de la France sur ce théâtre-là, en tout cas, sur ce théâtre-là. Pour ce qui est de la Turquie, c'est plus compliqué. On voit qu'il y a des approches qui ont l'air de se faire du côté du Niger. Il y a la question de la Libye également. Et pour ce qui est des Émirats arabes unis, ou pas des Émirats arabes unis, d'ailleurs plus largement des États du Golfe, ben, leur influence, c'est celle qu'on n'a pas voulu voir, justement, dont parlait Ousmane. On n'a pas voulu la voir pendant 20 ans, parce que justement, on ne s'intéresse qu'au hard power. Et donc, oui, ben là, on a la démonstration que l'informel et le soft power, en effet, est extrêmement puissant. Et c'est par ce biais-là que ces puissances ont été extrêmement influentes et continuent à l'être sur ce théâtre-là. Et pardon, mais s'il y a quand même, là aussi, peut-être des incohérences dans la politique étrangère de la France qu'il faudra résoudre, c'est effectivement quand même cette connivence et ce partenariat stratégique majeur, y compris en matière de vente d'armes, avec des États qui, en effet, portent l'idéologie qu'on est censé combattre ailleurs. Voilà. Maxime. Moi, je compléterais juste par un acteur qu'elle n'a pas cité et qui me paraît aussi, un peu comme sur la Turquie, très intéressant qu'on oublie en termes de soft power très efficace, c'est le Maroc. Ah oui, bien sûr. Le Maroc a mis en place une solution que je trouve très fine. Ouais, c'est-à-dire, après la crise du Sahel, ils ont ouvert une école pour former des imams du Sahel. Une école à destination des imams. Donc, grosso modo, tous les imams du Sahel qui veulent aller faire 2 ans ou 3 ans à l'Institut des imams de Rabat, ils y vont. Et je trouve que c'est très puissant parce que en 5 ans, tous les imams du Sahel, une bonne partie, ils ont vu quand même former 500 ou je crois 600 imams qui viennent pendant 2 ans. Et en fait, ils développent une réponse qui est très fine parce que, évidemment, la tradition de l'islam marocain, c'est un islam soufi. Donc un islam qui déconstruit le salafisme, qui est anti-salafisme.
Et je trouve que ces leviers ne sont pas assez utilisés. C'est-à-dire dans la stratégie de lutte contre le djihadisme au Sahel, la grande absence, c'est d'utiliser le levier parce que dans tous ces territoires-là, on a la chance d'avoir ancré, c'est des grands, c'est des berceaux du soufisme. Et de l'islam des confréries. De l'islam des confréries. Et ça, y compris le Mali, Tombouctou, il y a de grandes confréries, etc. Et ces contre-pouvoirs n'ont pas été réactivés. C'est le seul acteur international qui a vu qu'il y avait une efficacité, c'est le Maroc, et ils le font de façon remarquable. Alors Maxime. Bonjour Monsieur Ndiaye, bonjour Madame Bagayoko. Tout d'abord, merci pour la grande richesse de vos interventions, la précision, la complexité aussi, qui permettent de nourrir notre réflexion sur le sujet. Et précisément, face à cette richesse, cette complexité, me vient peut-être une question presque candide, un brin provocatrice, qui serait, mais au fond, quel est l'intérêt pour la France de rester au Mali ? J'entends par là le fait qu'on a souvent évoqué, et c'est la position française, vous l'avez rappelé, que l'intervention française au Mali permettait également de faire face à des menaces qui pèseraient sur le territoire européen, mais surtout sur le territoire français aussi, sur le sol national. Mais y a-t-il eu vraiment, enfin le Mali constitue-t-il vraiment une menace pour la sécurité intérieure française ? Y a-t-il eu des attentats commandités ? Je ne crois pas. Depuis le Mali, directement... Bon, on va en discuter alors. Et donc je m'interroge vraiment sur la véracité et la pertinence de cette argumentation d'une part. Et à cela s'ajoute, et vous l'avez très, très, très longuement dépeint, les divergences des perceptions. Et vous avez bien rappelé que la France n'est pas perçue comme étant du côté du peuple, et qu'il y a une défiance de la société civile, et qu'elle participe malgré elle à agiter le conflit communautaire sur place. Et donc, s'ajoute aussi la critique de plus en plus fréquente d'un néocolonialisme français. Voilà, je me demande tout simplement, en prenant ces deux facteurs en compte, tout à l'heure, pour illustrer le scepticisme des populations, vous disiez, en parlant de la France, les populations locales disaient « mais à quoi elle nous sert ?» Je prolongerai cette interrogation et je dirais est-ce que notre intervention au Mali sert la France ? Voilà, peut-être avoir votre élément de réponse sur ces sujets. Merci Maxime. On s'arrêtera peut-être sur cette réponse. On vous transmettra les questions des internautes par Maxime parce qu'on va dépasser notre délai. Et comme Maxime a posé une question simple, mais très riche, au moins qui suscitait, je préfère vous laisser tout de suite la parole à l'une et à l'autre. Très rapidement, les menaces sur le sol français, comme je l'ai dit, il y a un acteur qui conteste totalement vouloir s'en prendre au sol français, c'est la filiale affiliée, enfin le groupe affilié à Al-Qaïda, pardon. Mais s'il y a eu, pour être totalement honnête, un incident sur le sol français, c'est la tentative d'attentat à la voiture de Bélier à Colombes cet été, dont le conducteur s'est revendiqué du chef du groupe de l'État islamique. Donc il y a eu cette tentative, on va pas le nier, mais elle est très rarement mise en avant. Donc moi, personnellement, je ne pense pas, enfin, en tout cas du côté d'Al-Qaïda, je ne pense pas qu'il y ait ce risque. Et comme on a essayé de le démontrer, de toute façon, il y a des logiques qui sont très politiques et on n'est pas face à un terrorisme aveugle, comme on a pu le voir avec les attentats du Bataclan. Et ce lien est fait, à mon avis, avec une simplification beaucoup trop facile. Mais pour ce qui est de nos intérêts, moi je pense que l'intérêt majeur de la France, il n'est pas économique, comme on dit, n'est pas sur les ressources naturelles, il y en a quand même très très peu, enfin il y en a, mais c'est pas ça qui est le moteur de la France. C'est le rang de la France, c'est son image. Aujourd'hui, la France ne peut pas, en termes de ressources symboliques, se permettre une défaite au Sahel en réalité. Je pense que c'est surtout ça qui fonde sa volonté d'y rester. C'est le rang international de la France qui est en jeu. On est dans des ressources, dans du soft power, dans des ressources immatérielles, à mon avis. Alors une grande question quand même. Moi, je trouve qu'il faut resituer dans quel contexte intervient la France officiellement. C'était sous l'époque Hollande, la défense des valeurs de démocratie, etc., se situe là. Et puis deuxième raison, la France intervient au nord au nom d'un accord de défense qu'il a signé avec le Mali. Donc, c'est les conditions formelles, si vous voulez, d'intervention. Mais non,
je pense pas que s'il y a un djihadistan dans un pays comme le Mali ou au Sahel, que je pense qu'à long terme, ça va être une menace pour la France et pour les Français qui vivent dans cet espace-là. Des espaces où il y a quand même des intérêts français importants, il y a des citoyens français. Quand même, il faut rappeler qu'il y a des attentats qui, clairement, des attaques. Enfin, l'ambassade de France à Ouaga a été attaquée. C'était clairement une attaque en plein cœur de Ouaga. Ils n'ont pas visé le palais présidentiel burkinabé, ils ont visé l'ambassade de France. Aujourd'hui, je pense que la France est une cible des djihadistes. Peu ou prou, qu'on le veuille ou non, c'est une cible de fait. Mais au Sahel. Au Sahel, non, mais au Sahel, mais je pense qu'à long terme, à long terme, je pense que ça peut être une cible, parce que le cœur idéologique quand même, c'est que quand on écoute Yad, quand on les lit, etc., il y a toujours cette rhétorique de l'anti-Occident. C'est-à-dire, c'est pas, et ça m'a toujours frappé, le discours djihadiste de ces groupes-là est très peu religieux. C'est-à-dire, c'est pas des grands érudits, en fait. C'est pas des grands érudits. Par contre, le discours anti-Occident est puissant et structuré. C'est-à-dire 80% du discours, c'est de l'anti-Occident. C'est une remise en cause des valeurs. Donc, nous, on prend les armes parce que l'Occident veut nous imposer, etc. Et puis, il y a une jonction aussi qu'il faut faire entre ce qui se passe en France, en Europe, avec l'islam, a une résonance très forte au Sahel. C'est-à-dire tous les débats sur l'islam en France ont un écho très fort. Et eux, ils ont eu l'intelligence de s'appuyer sur ces échos-là pour développer une forme d'image, une construction comme quoi, aujourd'hui, l'ennemi premier de l'islam en Occident, c'est la France. Au Sahel, j'entends ça partout. En France, on prend des lois islamophobes. Et ce qui est relié par les débats ici, parce qu'au sein même de la société française, il y a une bonne partie des Français qui estiment qu'il y a des lois contre l'islam. Et je trouve que cette rhétorique et ces vases communicants peuvent être un danger potentiel. Je pense. Je pense pas que ça va être un danger immédiat tout de suite, mais voilà, c'est un danger sur le long terme, parce que je pense que voilà, le projet in fine, il est plus une sorte d'anti-Occident que d'islam. D'ailleurs, bon, vous prenez un autre groupe, là, on sort de l'espace français, mais Boko Haram, littéralement, signifie contre l'éducation occidentale en langue Hausa. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nagale Bakayoko. Merci Ousmane Ndiaye. Merci à toi. Voilà, on était très heureux. Il va falloir qu'on choisisse notre cycle pour l'année prochaine, puisque notre prochaine conférence sera la dernière, avec l'invitation et la conférence du général François Lecointre, chef d'état-major des armées, qui viendra clore ce cycle autour de la problématique générale, la France acteur stratégique dans le monde, en Afrique, acteur stratégique technologique. Mais je disais, on se retrouvera peut-être parce qu'il faut qu'on fixe la thématique de notre prochain cycle. Il n'a pas encore été fixé, mais c'est vrai que la question de la sécurité en Afrique, à mon avis, viendra à un des cycles prochains. Alors, je ne sais pas si c'est l'année prochaine ou ce sera l'année suivante, mais en tout cas, ce sera une occasion, j'en suis certain, de vous accueillir de nouveau. Merci à vous deux et je donne rendez-vous donc à lundi prochain à nos étudiantes et étudiants. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.